collègue qui a eu la gentillesse d'intervenir au pied levé. C'est plus du tout les bons noms des personnes, parce que d'abord, il y en a une, on l'a recrutée entre-temps. Donc, elle travaille au Vinatier, elle est plus dans son unité. Et puis, notre collègue qui a eu son accident hier, voilà. C'est un partenariat qui est intéressant, qui est Hospice Civil de Lyon. Et on a aussi des médecins qui sont pédopsychiatres chez nous. Mais je vais laisser notre collègue vous faire cette présentation. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Aurélie Brouty et du coup, comme on vous l'a dit, eh bien, je présente mes excuses par avance puisque je remplace au pied levé le docteur Guinet qui a eu un petit accident. Il se trouve que je suis infirmière, que je travaille à l'unité d'accueil pour enfants en danger. Donc, je travaille avec le docteur Guinet tous les jours. Et j'ai le plaisir aujourd'hui, du coup, de vous présenter cette unité. Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse ou si je ne suis pas aussi fluide que je voudrais dans le discours, je vous demande votre indulgence puisque du coup j'ai découvert cette présentation ce matin. Pour vous expliquer un petit peu, mais c'est un sujet que normalement je maîtrise un peu. Donc pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel intervient l'UAPED, il faut vous parler du contexte global des maltraitances infantiles. Il se trouve que les violences et les négligences sur mineurs ont toujours existé. Ça, je pense que vous le savez. Ce qui est vraiment nouveau, en fait, c'est la reconnaissance de ces violences dans notre société. Malgré tout, l'identification reste extrêmement complexe pour tout un tas de raisons. Les premières étant qu'on n'a pas envie de voir toutes ces violences sur les enfants. Et il faut tout un réseau de professionnels pour pouvoir diagnostiquer, repérer et prendre en charge ces violences. En termes épidémiologiques, les chiffres peuvent paraître assez fous. C'est 1 enfant sur 10 qui serait victime de maltraitance dans les pays développés. Donc, c'est des chiffres qui sont valables en France aujourd'hui. Un enfant porteur d'une différence, on pourrait qualifier de handicap ou autre, a 3 à 4 fois plus de risques d'être victime de maltraitance. Un enfant décède tous les 5 jours dans le cadre familial en France. Cette donnée-là, pour vous dire, quand je l'ai revue aujourd'hui, je suis même allée la vérifier tellement ça choque et ça surprend. Et c'est effectivement le rapport de l'IGAS. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont malheureusement actuels. Pour avoir en tête en fait ce que ça représente la maltraitance, ça représente également des dépenses au niveau financier qui sont engagés. Donc pour 2021, on dit que c'est 9,87 milliards d'euros. Donc c'est simplement des chiffres, mais c'est pour dire que ça représente un budget énorme. La maltraitance, ça a des conséquences qui sont graves sur la santé. Ça a des conséquences en termes de mortalité et en termes de morbidité. Donc, en termes de mortalité, évidemment, dans l'enfance, donc c'est des violences. On pense au syndrome du bébé secoué, qu'on appelle plus comme ça aujourd'hui, mais traumatisme crânien non accidentel. Tout ce qui est accident grave, donc les accidents domestiques, tout ce qui est des négligences graves. À l'âge adulte, ça engendre également des morts prématurées. Bon, je ne vais pas vous faire le détail au niveau de la morbidité, mais vous voyez que ça représente des sommes qui sont considérables. Il faut savoir que les conséquences, elles sont à la fois physiques, avec des traumatismes cérébraux, des blessures, des brûlures, mais aussi au niveau santé mentale et comportementale, avec tout ce qui va être effectivement les abus d'alcool, la dépression, les troubles de stress post-traumatique, les troubles de l'alimentation, les troubles de l'attention, l'hyperactivité et j'en passe. Il va y avoir des conséquences au niveau en termes de santé sexuelle et génésique, avec notamment tout ce qui est des grossesses non désirées, des accouchements prématurés, des complications sur la grossesse, des infections sexuellement transmissibles. Et également sur les maladies chroniques, avec une augmentation de l'asthme, des cancers, des troubles cardiovasculaires. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que les maltraitances sur enfants, elles ont un impact immédiatement sur les enfants, mais elles ont également un impact sur toute leur vie et sur toute la société. Ça, c'est une étude qui a été faite qui montre que
Donc c'est ce qu'on appelle les ACE, c'est donc un terme anglo-saxon et qui dit qu'un enfant qui a eu un certain nombre d'ACE, donc c'est de types de maltraitance, a 2 fois plus de risques d'avoir des visites chez le médecin, d'être hospitalisé, mais c'est aussi en fait des choses auxquelles on pense pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a 4 fois plus de risques de développer un diabète, 3 fois plus de risques d'avoir faire un arrêt cardiaque, 3 fois plus de risques d'avoir des maladies respiratoires, parce que en fait les maltraitances ça va toucher tous les aspects de la vie de l'enfant et c'est ça qui va provoquer des troubles sur le long terme. Donc ça, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein. Donc il y a un impact à la fois physique, psychique, social, en santé globale tout au long de la vie. C'est donc des vulnérabilités latentes face aux troubles psychiques et à la maladie chronique tout au long de la vie. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont devenir des adultes et qui présentent un surrisque, et notamment un surrisque à subir de nouvelles violences. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu du contexte et des conséquences de la maltraitance, je vais vous parler un petit peu plus des unités d'accueil pédiatrique des enfants en danger. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Je vous explique un petit peu dans quel contexte elles interviennent. C'est d'abord une stratégie nationale de protection de l'enfance. Et donc qui a pour objectif de permettre l'écoute, le recueil de la parole des enfants dans les meilleures conditions. Comme vous le voyez, la création des UAPED, donc c'est au niveau national, s'inscrit dans plusieurs plans de lutte que je ne vais pas vous détailler parce que ça n'a pas d'intérêt, mais ce qui est important, c'est de comprendre que ça s'inscrit dans un cadre national gouvernemental. Voilà. Donc, c'est effectivement des instructions du ministère de la Santé. L'idée, c'est qu'il y ait une mise en place d'UAPED, donc d'unité d'accueil pour enfants en danger, avec une salle d'audition dans l'hôpital pour l'accueil des enfants victimes. L'objectif, c'est le déploiement d'une UAPED par juridiction. Donc, nous, on balaye à la fois le 69 et le 38. Une partie du 69, une partie du 38. C'est un cofinancement. Donc, l'UAPED, c'est un travail avec l'ARS, les hôpitaux et évidemment la justice et l'aide sociale à l'enfance. C'est piloté par le secrétariat d'État de protection de l'enfance avec l'appui d'une association qui s'appelle La Voix de l'enfant qui œuvre beaucoup dans le champ de la victimologie des enfants. Et ça permet de prendre en compte 3 dimensions essentielles, et c'est ça que vous devez retenir sur l'UAPED, c'est qu'on prend à la fois en charge le soin somatique et psychique, la nécessité de protection des enfants sur le plan social et la nécessité judiciaire en un lieu unique, pédiatrique, qui est prévu et conçu pour ces enfants. Voilà, je ne vais pas redétailler l'instruction de la DGOS, mais l'idée, c'est de structurer le parcours de soins de ces enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la création des UAPED, un enfant qui était victime, eh bien, il va avoir de multiples rendez-vous. Donc, il va d'abord devoir aller au commissariat, après, il va être convoqué plus tard chez le médecin légiste, et puis il va avoir une expertise psychiatrique, et puis éventuellement un psychologue, et puis il va avoir un pédiatre, et il va faire tout son parcours de soins comme ça, en étant ballotté de professionnel en professionnel, de lieu en lieu, avec des professionnels qui n'étaient pas forcément formés pour l'accueillir. L'idée de l'UAPED, c'est une unité qui regroupe une unité de lieux, de temps et de praticiens avec des professionnels qui sont formés à la prise en charge de la victimologie et surtout une unité qui est pensée pour accueillir des enfants. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été dans un commissariat, c'est pas toujours hyper accueillant pour des enfants victimes. Donc, une petite diapo pour vous parler du parcours de soins pour comprendre que l'UAPED est en fait central et va travailler avec différents acteurs. Donc, la CRIP, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Quand vous faites une information préoccupante, c'est eux qui sont chargés de lire cette information, de la qualifier ou non de préoccupante et de lancer l'enquête médico-sociale derrière. L'UAPED va être en lien aussi avec les tribunaux. Il va être en lien avec tous les professionnels de santé, les médecins traitants, le médecin référent protection de l'enfance et tout avec des orthophonistes, avec tous les autres professionnels de santé. Pour comprendre un petit peu du coup le parcours de soins de l'enfant, il faut qu'il y ait d'abord
sur le côté médico-légal. Donc, on reçoit les enfants sur 2 parcours différents. Le parcours médico-légal, c'est celui que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enfant, par un biais quelconque, a pu dénoncer les victimes dont il est violence et il y a un signalement ou un dépôt de plainte qui a été fait. Le procureur va lancer une procédure judiciaire. Dans cette procédure judiciaire, il veut entendre l'enfant. Pour que cet enfant soit entendu, il va avoir un rendez-vous qui va être organisé sur une demi-journée à l'UAPED et au cours de laquelle l'enfant va rencontrer donc la police ou les gendarmes dans une salle Mélanie, qui est une salle d'audition qui a été construite spécialement pour recueillir la parole de l'enfant, avec une caméra et des micros et une vie de Santin, pour permettre d'enregistrer l'audition. Et par la suite, il y a une demande d'expertise spécialisée. Donc l'enfant va rencontrer tous les professionnels de l'UAPED et notamment le médecin légiste qui va rendre dans son rapport le compte-rendu de toutes nos observations et permettre d'avoir une expertise vraiment fine de la situation de l'enfant, notamment par les propos qu'il va rapporter, mais aussi par rapport à son état de santé, à son état psychologique, à toutes les répercussions que ça a pu avoir sur lui. Donc ça permet aussi à l'enfant de mieux faire valoir ses droits au niveau justice et de mieux avoir une meilleure prise en charge médicale. Une petite diapo pour vous dire qu'est-ce qu'une évaluation médico-légale. Donc c'est une évaluation du retentissement physique et psychologique dû au fait des violences, la rédaction d'un certificat médico-légal avec une fixation d'une ITT. C'est un document qui est important au niveau de la justice, pièce nécessaire dans le cadre d'une procédure judiciaire pour violence, et c'est également l'occasion d'avoir un examen spécialisé par des médecins légistes. Alors bien sûr, il y a beaucoup de médecins qui peuvent faire des examens, mais les médecins légistes sont vraiment spécialisés dans les lésions qui sont liées aux violences. Et au-delà de l'apport que ça peut apporter à la procédure judiciaire, en fait, ça va apporter beaucoup à l'enfant. Parce que parfois, l'enfant, de par sa mémoire traumatique, ne sait pas exactement ce qu'il a subi, n'est pas en capacité de mettre des mots sur ce qu'il a subi. Et pour un enfant, en fait, il y a certaines choses qui sont importantes. Et le médecin légiste, par exemple, il va qualifier si c'est agression sexuelle ou viol. Et pour l'enfant, c'est important que parfois le médecin légiste puisse dire en fait, il y a certaines choses qu'on ne t'a pas fait. Et ça va permettre à l'enfant de continuer à avancer, à se reconstruire. Donc, qu'est-ce qu'un médecin légiste ? C'est un médecin qui exerce la médecine légale. C'est vrai que c'est un métier qui est un peu méconnu, qui a 2 parties. La partie thanatologique, donc c'est les morts, et la partie victimologie, c'est l'accueil des personnes victimes. C'est un médecin qui travaille avec la justice dans l'objectif de la manifestation de la vérité. Et comment est-ce qu'il est censé travailler ? Il répond en fait à une demande du procureur de la République et il travaille sur réquisition. Son document est transmis aux forces de l'ordre. Les missions de l'UAPED, c'est penser à la fois le constat de l'état de la victime, le soin de cette victime et la protection en même temps. À l'UAPED, on fait des interventions qui sont en co-intervention. C'est-à-dire que quand on reçoit l'enfant, moi, en tant qu'infirmière, je vais accueillir l'enfant et à partir du moment où il met un pied dans l'unité jusqu'au moment où il repart, je ne le lâche pas. Et donc, je vais faire les interventions avec tous les autres professionnels. On fait des entretiens psychologues, infirmiers, enfants. On fait l'entretien médecin, légiste, pédopsychiatre, infirmier, enfant. On essaye au maximum de croiser les regards parce que pour l'enfant, c'est compliqué de se retrouver en dualité face à un autre professionnel, surtout quand il a été victime. On travaille en collaboration avec la médecine légale et la justice, je vous l'ai dit. L'objectif aussi de l'UAPED, c'est que c'est un moment qui va être difficile pour l'enfant. Il va devoir faire le récit dans des détails extrêmement précis auprès de la justice des traumatismes qui lui sont arrivés. L'objectif pour nous, c'est de ne pas le surtraumatiser, de ne pas le retraumatiser. C'est-à-dire qu'il va devoir raconter son histoire, ça on n'a pas le choix, mais il va la raconter qu'une seule fois parce que l'infirmière et la psychologue sont derrière la vitre Santin. On écoute avec attention, bien sûr, ce que nous dit l'enfant en termes de faits, mais aussi en termes de langage non verbal et de ce qu'on peut repérer déjà au niveau psychique de traumatisme. Et après, on va faire un compte-rendu au médecin légiste pour que l'enfant n'ait pas à lui répéter les faits dont il a été victime. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'UAPED.
On essaye bien sûr d'harmoniser les pratiques. On travaille sur des protocoles de repérage, de diagnostic. On essaie de diffuser une connaissance clinique de la violence parce que la violence, elle est partout et c'est important de savoir comment la repérer. L'objectif de l'UAPED, c'est également à l'enfant ou à l'adolescent, puisqu'on accueille les enfants le plus jeune que j'ai fait, c'est 2 ans, 8 mois, sur le parcours médico-justiciaire jusqu'à 18 ans, c'est de redevenir sujet après avoir été l'objet des maltraitances et de le remettre au cœur de sa prise en charge. Un mineur victime est d'abord un sujet de droit et de soins. Alors, en termes de parcours de soins, donc vous avez effectivement 2 parcours, le parcours à la fois médical et à la fois le parcours procédure judiciaire. Donc, le parcours procédure judiciaire, c'est celui que je viens d'évoquer avec vous à l'instant. Le parcours médical, c'est un parcours où on reçoit un peu moins de patients actuellement et qui a pour objectif vraiment d'aider au diagnostic. Donc, ça va être des enfants pour lesquels on va être sollicité par des professionnels de santé uniquement, parce qu'ils vont être en difficulté sur la suite à donner. Donc, soit on peut faire un avis simple par téléphone, on fait beaucoup d'avis, on donne beaucoup d'avis pour l'aide à la prise en charge, soit c'est des enfants qui ont besoin d'être reçus généralement en co-consultation par le médecin légiste et l'infirmière, ou par la psychologue, ou par le pédopsychiatre, pour pouvoir évaluer un certain retentissement et aider à la prise en charge. Donc voilà, au niveau de l'UAPED, donc on va avoir un parcours un peu classique, l'accueil, on a l'évaluation avec l'examen clinique, les premiers soins sont donnés et ensuite on va régulièrement faire des informations préoccupantes à la suite du passage de l'enfant, puisque l'enfant, il peut être accueilli, par exemple, pour des violences sexuelles et auditionné pour ces faits, mais qu'il n'y ait pas du tout de prise en charge sociale et qu'on se rende compte qu'en fait, le climat familial n'est pas favorable à l'enfant, qu'il aurait besoin d'un étayage. Et donc, on va faire un écrit dans ce sens-là. Et l'idée, c'est vraiment de faire une prise en charge centrée sur l'enfant, personnalisée, et de faire tous les liens pour mettre en place les soins dont il a besoin. Notre unité a ouvert le 6 novembre 2023, donc c'est une unité assez récente, assez jeune, et qui donc accueille une équipe pluridisciplinaire, médecins, donc pédiatre, pédopsychiatre, médecin légiste, psychologue, on est 4 infirmières à mi-temps, une assistante sociale et une secrétaire. Et on se trouve à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Bron, donc juste à côté. Ce que je vous ai dit déjà un petit peu, c'est que l'UAPED accueille les enfants de 0 à 18 ans, victimes de tout type de violence, dont la réunion de concertation pluridisciplinaire dépend de l'UAPED également. Donc c'est une réunion qui est ouverte aux professionnels de santé. Généralement, les situations sont portées par les médecins. Et c'est les médecins qui vont se retrouver face à des situations complexes de protection de l'enfance et qui souhaiteraient solliciter l'avis de l'équipe référente protection de l'enfance pour savoir quelle suite donner. Ça, c'est une réunion qui est ouverte à tous, donc il ne faut pas hésiter à solliciter si vous avez des situations complexes. Le mot final revient toujours au médecin qui présente la situation. Et c'est vraiment l'idée d'avoir un regard croisé sur des situations un peu complexes et de décider ensemble de la suite qu'on pourrait mener pour être au mieux pour ces enfants. La réunion a lieu tous les mardis après-midi. Donc les 2 parcours de prise en charge, je vous en ai parlé. Le fait que c'est un lieu unique aussi. L'idée, c'est vraiment d'avoir une prise en charge globale et spécialisée. C'est un schéma qui regroupe un petit peu toutes les portes d'entrée de l'UAPED. Donc vous avez effectivement des enfants qui passent par les urgences pédiatriques. Vous avez tous les services hospitaliers qui peuvent nous adresser des enfants, des médecins traitants, beaucoup d'éducation nationale. Les médecins référents de PMI, de l'ASE, la médecine légale, les tribunaux judiciaires. Et quand on a à la fois des violences suspectées ou avérées, un besoin d'évaluation médico-psychosociale et une procédure judiciaire en cours, il y a un contact qui se fait avec le secrétariat de l'UMJ, l'unité médico-judiciaire. Un rendez-vous est pris sur l'UAPED et on déroule l'accueil que je vous ai exposé. Ce
qu'il faut comprendre, c'est que l'UAPED, c'est une unité qui a beaucoup de partenariats, donc à la fois avec les associations d'aide aux victimes, avec l'unité référente femmes, violences faites aux femmes, pardon, et avec tous les partenaires du soin psychique, donc CMP, la plateforme POP, le Vinatier, voilà, tous les partenaires, avec l'ASE et avec les services sociaux. Au niveau pratique, vous avez sur cette diaporama notamment le numéro de téléphone de l'UAPED et le mail que vous pouvez utiliser en tant que professionnel. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est un mail qui n'est pas diffusé aux patients puisqu'on ne reçoit pas de demande directement des patients. Pour l'instant, on n'en a pas encore la capacité parce qu'il y a déjà un gros flux à gérer. Au niveau des auditions, pour l'instant, on a 3 journées d'audition, c'est-à-dire qu'on reçoit les enfants sur les mardis, mercredis et jeudis, avec des créneaux d'urgence. Et on met à disposition les locaux de l'UAPED pour des auditions d'urgence. Donc un enfant, par exemple, qui se présente aux urgences pédiatriques et qui aurait besoin d'être auditionné ou vu par le médecin légiste en urgence, comme ça arrive, même si l'UAPED est fermé, on met à disposition les locaux. Donc le parcours de l'enfant au sein de l'UAPED. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où l'enfant se présente, il est accueilli par une infirmière puéricultrice qui va le suivre tout au long de son parcours avec la psychologue. On assiste à l'audition de l'enfant derrière la vitre sans teint, on met en route le matériel d'enregistrement. On va pouvoir recueillir tout un tas d'informations que l'on va transmettre au médecin légiste et au pédopsychiatre. Pour le confort de l'enfant, on lui propose que l'infirmière assiste et aide à l'examen médico-légal et il se trouve que les enfants acceptent pratiquement systématiquement et avec un soulagement. Je pense que la présence de l'infirmière les rassure du fait de les avoir connus depuis le début de la matinée. C'est important pour eux. Il faut comprendre que vous allez voir quelques photos, mais les salles qui ont été créées ont été vraiment pensées pour l'accueil de ces enfants. Donc, par exemple, au-dessus de la table d'examen gynéco, on a au plafond un jeu avec des nuages en forme d'animaux. Et ça, c'est des petits détails en fait qui vont vraiment rassurer l'enfant sur le fait qu'il est accueilli ici, que les lieux ont été pensés pour lui. Voilà. L'assistante sociale aussi, dont je vous ai peu parlé, voit la famille également et donc apporte tout le volet social, les éventuels antécédents et puis les préconisations qu'on pourrait faire pour cette situation. Donc, comme évoqué, c'est localisé au rez-de-chaussée, à la HFME, au niveau des consultations pédiatriques. Donc, on n'a pas encore une aile particulière. On est un peu au milieu du couloir des consultations. Mais ça se passe bien quand même. Les enfants arrivent bien à repérer la signalétique. On a des petites pattes d'ours tout le long. Et on a donc un bureau, une salle d'attente, un bureau d'entretien, une salle famille et une salle Mélanie. Donc voilà, vous pouvez voir les photos. Vous voyez, c'est assez coloré. Donc à gauche, vous avez l'espace entretien. On reçoit immédiatement l'accompagnant de l'enfant et l'enfant pour faire un premier temps d'accueil, d'explication. Souvent, c'est le moment où on va expliquer le déroulé de la journée, on va essayer de prendre un peu l'état émotionnel de l'enfant et puis d'apaiser au maximum ses craintes sur la façon dont va se dérouler la journée parce que la plupart des cas, les enfants ne savent pas pourquoi ils viennent ou alors ont eu très peu d'informations sur le sujet. Vous avez juste à droite la salle d'audition Mélanie. Donc vous avez d'une part le côté vitre sans teint qui est moins bien décoré puisque c'est juste pour les professionnels. Et de l'autre côté, vous avez avec la table et les chaises bleues, le canapé rouge, c'est la salle d'audition. Donc vous voyez, ça ne ressemble pas trop à une salle de commissariat. En dessous, vous avez le bureau médical avec un bureau donc où on peut faire on fait le temps d'entretien puisqu'avec le médecin légiste, il y a le temps d'entretien et qui est corrélé autant avec le pédopsychiatre. Le fauteuil gris que vous voyez dans le coin, c'est un fauteuil un petit peu spécial que vous devez peut-être connaître en pédopsychiatrie. C'est un fauteuil qui est très contenant, où on peut rabattre des côtés et il y a des enfants qui sont très sécurisés, qui ont besoin d'être beaucoup contenus. Ce que vous ne voyez pas, c'est juste derrière le box d'examen. C'est une table d'examen. Voilà.
Pour vous donner quelques chiffres, au niveau de l'activité 2025, on a accueilli 160 enfants en étant ouverts à mi-temps, donc sur un parcours médico-judiciaire, puisqu'on a eu des financements qui font qu'on a ouvert, on a presque doublé nos créneaux d'ouverture en 2026. Et au niveau de la répartition, c'était pour dire qu'on travaillait pratiquement à équivalence avec les tribunaux de Bourgoin et de Lyon. Voilà, vous voyez le graphe des répartitions d'âge. On a une pointe entre 3 et 6 ans, mais on a un petit peu de tous les âges. Et après, en termes de type de violence, vous voyez qu'on a quand même 75% de violences sexuelles, 40% de violences physiques. Chaque enfant rencontre en moyenne 4 professionnels ennemis. Donc bon, on ne se coupe pas en deux, hein, il y en a des fois 4, des fois 5. Par enfant. Dans 21% des cas, l'audition a été l'occasion de révéler d'autres formes de violence, et ça, c'est une très grande plus-value de l'UAPED. C'est-à-dire qu'ils viennent pour un sujet, et comme on les écoute, ils viennent pour nous dire aussi le reste. Et donc, ça permet de les prendre en charge de façon plus globale. Le parcours médical, donc les enfants qui ne sont pas venus sur décision du procureur, les enfants qui viennent pour demande d'avis de la part des professionnels, ça va nous permettre d'augmenter la prévention et le repérage des violences. On a la réunion de concertation pluridisciplinaire qui est proposée. Il y a donc des consultations avec des évaluations pluridisciplinaires, des consultations spécialisées puisqu'on a une filière psychotraumatisme complexe. Qui prend notamment en charge les enfants victimes d'exploitation sexuelle et les mineurs isolés. Et on est recours pour prise en charge complexe. Après évaluation, évidemment, on propose les soins si nécessaire, de faire les écrits et on fait des liens avec les professionnels. Je vais passer très rapidement sur les chiffres parce que je pense que la journée était longue pour vous. En 2025, on a donné 210 avis téléphoniques, traité 295, donc presque 300 dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il y a eu 200 consultations de traumatisme complexe et il y a également une cellule de veille et de repérage donc c'est mes collègues infirmières qui relisent tous les jours pratiquement tous les dossiers des urgences pédiatriques, sachant qu'on a environ 200 enfants par jour aux urgences pédiatriques. Elles les relisent sur certains critères pour repérer les enfants justement qui seraient passés à travers lors de leur premier passage. On fait également de la formation, donc des formations auprès des services enquêteurs, auprès de l'éducation nationale, auprès de la PJJ, de l'ASE, des partenaires sociaux. On a également monté une formation pour tous les médicaux et paramédicaux du groupement hospitalier Est en lien avec la pédiatrie, pour la formation des professionnels, infirmiers, auxiliaires de puériculture, internes, pour le repérage et la prise en charge des enfants en situation de danger. Et en conclusion, je dirais que j'espère que le message que j'ai voulu faire passer, c'était que l'UAPED, c'est une unité où on essaie de prendre en charge au maximum les enfants dans leur globalité sur un parcours privilégié au vu de leur situation particulière et qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter en tant que professionnels pour prendre en charge avec vous ces enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour de l'improvisation, c'était parfait. Très, très bien. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça fait qu'augmenter. Hein. Ah oui. Donc, et là, les chiffres 2026 sont déjà en augmentation. Donc, on est effectivement très sollicité, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire... Et vous aurez les crédits qui vont augmenter avec et vous pourrez recruter plus de monde et ouvrir plus tous les jours. Je vous propose de demander à l'ARS. Non, mais je ne sais pas, c'est un projet. En tout cas, on a déjà en 2026 les crédits qui ont augmenté. Donc, on a déjà été redimensionné de ce point de vue-là. Et on essaie déjà de mettre en place, avec les effectifs qu'on a, les soins qu'on peut. Merci beaucoup en tout cas. Vous avez des questions à notre collègue? Oui? Pas de questions pièges, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour votre présentation complète.
Cependant, j'ai pas compris quelle est la différence du coup entre votre unité et une salle d'audition. Alors, je crois qu'elle s'appelle Mélanie, mais je suis pas sûr, qui est présente pour les auditions de mineurs victimes de violences dans les postes de police municipale et gendarmerie. J'ai du mal à comprendre, au-delà de peut-être l'équipe pluridisciplinaire sur place et la méthode d'écoute, qu'est-ce qui différencie les deux? Je vous remercie pour votre question. Il n'y a pas tellement de différence en réalité. C'est-à-dire que les salles Mélanie sont similaires. Elles sont similaires à celles qui vont être dans les maisons de protection de la famille. Donc, c'est pas celles qui sont présentes dans tous les commissariats. Et en fait, ce sont les professionnels des maisons de protection de la famille qui continuent bien sûr à faire beaucoup d'auditions chez eux parce que les auditions de mineurs, ça représente un volume qui est énorme et qu'on n'est pas du tout capable d'assumer. Donc c'est les mêmes salles, ça va être pratiquement les mêmes professionnels. Simplement, les enfants qui sont adressés chez nous sont les enfants qui vont être entre guillemets les plus à risque et qui ont besoin d'une prise en charge justement pluridisciplinaire. C'est vraiment ça la plus-value de l'UAPED, c'est que ces enfants qui sont très jeunes ou ou victimes de maltraitance grave, négligence grave, de faits sexuels, et ben ces enfants-là, on sait qu'ils ont encore plus besoin d'être protégés que les autres et donc on n'a pas envie de les balader dans tout le système judiciaire, social, médical et on se dit qu'il y a une vraie plus-value pour la compréhension de la situation de ces enfants à ce qu'ils soient pris en charge par l'équipe pluridisciplinaire d'emblée. Une fois que vous avez fait l'évaluation, en tout cas que l'enfant a été pris en charge dans votre service, vous arrivez à trouver des relais de soins un petit peu plus proches de chez eux ou en tout cas qui vont faire de la prise en charge sur du long cours? Alors, on n'a pas de baguette magique. Donc, on s'appuie bien sûr sur les réseaux existants. Souvent, les enfants qui arrivent, ils ont quand même parfois des soins psychiques déjà organisés. Donc, ils ont déjà leur psychologue ou ils ont déjà leur accès CMP ou des fois, ils sont déjà suivis en pédopsychiatrie parce que de façon générale, c'est quand même des enfants qui vont pas très bien. Donc, ils sont déjà dans des soins. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va s'appuyer sur les soins qu'ils ont déjà en place en faisant du lien avec les professionnels qui les suivent. Après, pour les enfants qui n'ont rien, nous, ce qu'on peut proposer, c'est d'avoir quelques consultations de suivi par notre psychologue ou éventuellement d'être revu quelques fois par notre pédopsychiatre vraiment sur la problématique du psychotraumatisme. Mais effectivement, il va falloir qu'on relaye dans les structures de proximité. Donc, il y a en fonction des enfants, il y a des parents qui sont en capacité de prendre rendez-vous avec un psychologue de ville. Et auquel cas, c'est vrai que ça simplifie quand même le travail. Nous, on leur donne des contacts. Quand ce n'est pas possible, on oriente vers le CMP ou alors vers la maison des ados. Enfin voilà, on est comme tout le monde, on est obligé de s'appuyer sur les structures de proximité. D'autres questions à notre collègue? Encore monsieur. Je voulais juste savoir comment on peut vous contacter pour que vous puissiez venir faire une formation ou une intervention dans la structure. C'est gentil, je vous remercie. Le mail du secrétariat qui sert notre secrétaire, elle est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai pas assez parlé d'elle parce que en fait, elle collige toutes les demandes, que ce soit des professionnels, pour de la formation, pour les avis des parents. Elle répond aux questions. Donc, le poste de secrétaire est hyper important dans notre unité. Et donc, c'est à elle que vous pouvez adresser votre demande de formation.